La SS s'apprête à fouler à nouveau la pelouse du mythique stade Geoffroy Guichard ce week-end. Après le nul face à Laval, les Verts visent face à Rodez leur première victoire de la saison. Et si le mercato a été agité avec notamment un record de montant de transfert, le calme pourrait bientôt revenir dans le Forêt. Bienvenue dans votre habituel point mercato et surtout votre focus, votre avant-match sur la rencontre de ce week-end avec Clément et Matt. Messieurs, comment allez-vous ? Bah écoute, ça va très bien, ça va très bien. Peuple Vert me fait enchaîner sur YouTube en ce moment, donc un plaisir de parler avec vous de la SSE. On va faire un peu le point sur la situation. Matt, comment tu vas ? Bah, moi de mon côté ça va nickel. Retour au stade samedi, donc ça peut que aller après 3 mois, même s'il y a 3 mois c'était une grande désillusion. Aujourd'hui on est sur une nouvelle saison avec des objectifs qui sont tout autres et on espère évidemment beaucoup de bonheur à la fin. Et cette saison va être longue et passionnante je pense. C'est ça, mais avant de parler de la saison de la SS en Ligue 2 et de son match face à Rodez de ce week-end, parlons mercato évidemment, c'est la période, puisque après la signature d'environ 7 joueurs, dont Dufus, enfin du coup 8, dont Dufus qui a été officialisé aujourd'hui, en tout cas ce mercredi à l'heure où on tourne la vidéo, la SS semble avoir bien renforcé ses secteurs prioritaires, et après avoir réalisé le mercato le plus cher de l'histoire de la Ligue 2. Mais Clem, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura aucun renfort durant le mois d'août ? Est-ce qu'on peut s'attendre quand même à des mouvements du point de vue, du côté des arrivées ? Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura aucun renfort d'ici la fin du mercato, mais pour autant le club va clairement calmer le jeu. La semaine dernière, on avait eu 3 arrivées. Bon là, il y a Dufus qui est officialisé, mais qui en réalité était là depuis déjà plusieurs semaines. Voilà. Là maintenant, le club va être à l'affût sur certains postes, latéral gauche, sentinelle, milieu créatif, où ils ont déjà sondé le marché. Mais il y a plus d'urgence, il y a plus de postes vraiment jugés comme absolument prioritaires. Donc voilà, ce sera surtout en fonction des départs de Stassin, de Davitashvili, de Ekoa potentiellement, de Nadé, de Bouchoirie. Donc il va falloir surveiller surtout les départs et éventuellement certaines opportunités de marché. Mais globalement, voilà, le club considère qu'il n'y a plus une urgence absolue. Le match aussi de Laval, faut le dire, forcément, a un peu rassuré. Donc, il peut y avoir un ou deux mouvements par-ci par-là, surtout en fonction des départs. Mais voilà, on ne devrait pas avoir une fin de mercato ultra mouvementée dans le sens des arrivées. Et justement, du côté des départs, il y a 2 joueurs qui sont attendus. Est-ce que, Clément, on peut s'attendre à davantage de dégraissage justement dans les prochaines semaines, à l'image des dossiers Batu Binsika ou Ivan Masson ? Ouais, c'est vrai que le club a déjà pas mal dégraissé sur ce mercato-là, avec toutes les fins de contrat, avec Fomba, Sissoko, Cornu par exemple aussi. Les 2 derniers restants, finalement, ce serait en effet Batou Binzika et Masson qui s'entraînent à l'écart. Ils suivent un programme d'entraînement individualisé. Batou Binzika a même été autorisé à aller suivre ce programme-là à l'étranger avec des préparateurs physiques que lui connaît. Donc il a été au Portugal, puis là maintenant il est en Belgique. Donc voilà, c'est 2 joueurs qui sont indésirables, sur lesquels le club ne compte plus tout simplement. Ils sont plus dans les plans, donc leur départ est clairement attendu. Batou Binzika, on peut vous dire qu'il a refusé une offre en Turquie, qu'il a des touches en Grèce et en Israël par exemple. Donc voilà, il se cherche une porte de sortie avec son frère qui est son nouvel agent. Mais pour l'instant, rien de très concret qui a remonté à nos oreilles. Mais voilà, pour autant, ces 2 joueurs, Batou Binzika et Masson, dont le départ est attendu prochainement. Mathéo, à l'image de départ d'Ibrahim Sissoko, d'Ibrahima Wadji, est-ce que c'est des joueurs sur lesquels l'ASS ne doit pas conserver, ne doit pas compter l'année prochaine, alors qu'ils sont plutôt expérimentés pour la Ligue 2 ? Est-ce que tu comprends ce choix-là ? Pour le projet de jeu d'Eric Arneland, je sais pas si c'était les plus compatibles, donc on va dire qu'on comprend si Soko, depuis son carton rouge contre Marseille, ça a coïncidé avec l'arrivée d'Arneland juste après. On l'a quasiment plus revu, en tout cas sur 2-3 minutes par match. Et Wadji, au vu de la fragilité physique malheureusement du joueur sur ces dernières saisons, on peut aussi se dire que peut-être reconstruire avec autre chose, enfin avec d'autres joueurs, c'était peut-être une meilleure option, je pense. Clément, c'est cette volonté-là de vouloir construire avec des joueurs qui peuvent satisfaire sur le long terme et donc de dégraisser toute cette liste de joueurs-là sur lesquels la SS ne pourra pas compter en Ligue 1 l'année prochaine. C'est ça ? Ah, bien sûr, tous les joueurs qu'on vient de citer, c'est des joueurs de l'ancien monde, c'est des joueurs qui étaient là avant qu'il meure, et tout simplement, c'est des joueurs qui, pour la plupart, ne sont pas du tout compatibles avec le projet de jeu qui est en train d'être mis en place, et tout simplement aussi avec le projet club.
qui est de rajeunir l'effectif, d'avoir des valeurs marchandes, etc. Là, c'est des joueurs qui sont très typés Ligue 2 déjà, sans grande marge de progression, et qui, voilà, en termes de profil, déjà, correspondent pas au projet de jeu. Donc, sur tous les points, j'ai envie de dire que c'est logique pour la quasi-totalité de ces éléments-là, de ne pas vouloir les conserver. Oui. Oui, surtout Et juste- que Kilmer veut. Excuse-moi, Colin. Mais surtout que Kilmer veut faire une plus-value sur la plupart des joueurs qu'ils vont acheter. Enfin, quand ils vont vouloir les revendre, ils vont vouloir faire une plus-value. Et vous parlez de Sissoko, Wadji, Masson ou Batou Binsika, c'est pas des joueurs sur qui tu vas faire une plus-value. Et surtout, c'est pas des joueurs qu'ils ont recrutés eux. Donc forcément, ça semblait assez évident cet été de les voir en tout cas pousser vers la sortie. Et justement, d'ailleurs, comme un certain Diane Batumitsika, Evan Masson, comme tu le disais, Clément, Pierre Ekwa, lui aussi, s'entraîne à l'écart du groupe. L'option d'achat a bien été levée, a priori contre l'avis du joueur. Il était même absent lors de la première journée de Ligue 2. Mathéo, justement, tiens, je te relance. Est-ce qu'on peut s'attendre à un déblocage dans les prochaines semaines? Le mercato est bientôt terminé. Est-ce que ça pourra aller en faveur de ce dossier? Personnellement, je pense que le dossier ne bougera pas avant la dernière semaine de mercato, voire même les derniers jours du mercato. Je pense que la position du joueur, elle changera pas. Il a envie de partir et il aura envie de partir jusqu'au 1er septembre. J'ai plus l'heure de la fin du mercato, mais jusqu'à la dernière minute, il va vouloir partir. Et ensuite, ça se débloquera après, s'il a envie de revenir. Mais il va bien falloir que à la fin du mercato, s'il est toujours sur contrat, il va bien falloir qu'il revienne. Mais je m'attends pas du tout à ce que ça se débloque avant les derniers jours d'août, avant le 28, quelque chose comme ça. Clem, de ton côté, est-ce que tu penses que la SS doit impérativement en fait s'activer pour trouver un numéro 6 pour remplacer Perequois, alors qu'on a peut-être vu un Jaber un peu plus en difficulté dans ce poste? Alors pour moi, il n'y a pas d'urgence parce que pour l'instant, du coup, on parle sur du court terme, on parle sur le mois d'août tant que Pierre Ekwa n'est pas là. Après, l'urgence, pour moi, elle est plutôt sur le fait de régler en effet la situation de Pierre Ekwa. Euh, il va falloir, si Pierre Ekwa n'est pas apte à jouer rapidement en septembre, et au vu de la préparation physique qu'il fait, on peut penser que ce sera le cas, il va falloir pour le coup s'activer sur un 6, parce que faire la saison, enfin du moins une bonne partie du début de saison avec Gadek Beku en 6, alors il a fait un très bon match contre Laval, je suis le premier à suivre les jeunes et à les encourager, mais ce serait même pas lui rendre service, je pense, que de l'exposer autant, de lui en faire enchaîner 90 minutes à chaque fois. Donc la priorité pour moi, c'est de régler le dossier Pierre Ekwa, soit de le convaincre de réintégrer l'effectif, mais ça n'a pas l'air possible. Et si c'est pas le cas, je pense qu'on perdrait trop de temps à attendre fin août, début septembre, qu'ils reviennent, qu'ils se remettent au niveau physiquement, qui ensuite refoule les terrains, etc. Je pense que ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc dans ce cas-là, s'il n'y a pas moyen d'activer vraiment ce dossier-là dans les prochains jours, je pense qu'il faudrait se tourner clairement sur le recrutement d'un numéro 6. Mais voilà, la priorité pour moi, c'est de régler le dossier Pierre Ekwa. Et si on est sûr que c'est pas possible, là, aller à fond sur un numéro 6. En tout cas, c'est un poste où le club, comme on l'a dit tout à l'heure, a déjà sondé le marché et est très attentif. Donc voilà, ça pourrait pourquoi pas bouger prochainement. Et puis autre joueur absent face à Laval le week-end dernier, c'est le milieu de terrain Benjamin Bouchouari, puisque Clément, après la Turquie, c'est au tour d'un club grec d'être intéressé par le milieu, c'est ça? Oui, Benjamin Bouchouari, c'est un joueur qui quand même a quelques intérêts par-ci par-là. Alors il ira pas à Lyon, on en avait déjà parlé, c'était pas très concret du tout cet intérêt-là. Mais voilà, il y a Trabzonspor en Turquie qui est intéressé et donc le PAOK Salonique en Grèce. Pour l'instant, on parle d'un simple intérêt pour Salonique, mais ça pourrait pourquoi pas évoluer. Et Trabzonspor qui avait fait une offre fin juillet, une offre à plus de 3 millions d'euros hors bonus. Donc c'était quand même un montant assez intéressant pour un joueur en fin de contrat dans un an. Voilà. Pour l'instant, c'est surtout Trabzonspor qui était chaud sur lui, mais il va falloir suivre la situation parce que Kilmer s'opposera pas à un départ. C'est un joueur, c'est la dernière occasion d'en tirer une petite indemnité de transfert, pardon. Donc voilà, forcément, c'est cet été ou jamais à suivre. Il peut y avoir aussi d'autres clubs qui se mettent dessus. Lui, je sais qu'il adorerait évoluer en Liga, à voir s'il reçoit une offre de là-bas. Mais en tout cas, ça va être un dossier clairement à suivre dans les prochains jours, prochaines semaines.
C'est ça, toute une actualité à suivre hein, sur peuplevert.fr, je le rappelle. Et puis, tandis que Zurigo Davitashvili espère, lui, de son côté, jouer plus haut qu'en Ligue 2, après une bonne saison en Ligue 1, la SS ne laissera pas partir le Géorgien, au même titre qu'un certain Lucas Tassin. Matteo, l'attaquant, était absent face à Laval. Est-ce que sa présence le week-end prochain pourrait être un avantage pour Eric Horneland face à Rodez? Alors déjà, oui, il est revenu avec le groupe il y a quelques jours, quelques semaines, peut-être même maintenant. Et donc c'est une possibilité qu'il soit dans le groupe. Après, faut pas s'attendre à le voir titularisé. Il revient d'une blessure. Il y a Joshua Dufus qui est arrivé, qui a fait les matchs de préparation, qui sera en avance. Et puis surtout, Lucas Tassin, on sait qu'il est dans une optique de vouloir partir. Donc je vois pas le club non plus tenter de le mettre titulaire alors que lui, la motivation, elle sera peut-être pas non plus au rendez-vous. Après, ça peut toujours être un plus d'avoir un joueur de ce calibre sur le terrain contre Rodez pour même 20 minutes. Sur la fin de match, il peut t'aider à débloquer une situation si ça se complique. Mais je sais pas si les joueurs sur le départ, les joueurs qui ont l'envie de partir, qui l'ont émis depuis le début du mercato, je sais pas si c'est forcément une plus-value de les faire jouer et de les avoir avec nous. Ça dépend de leur motivation. Clément, c'est un joueur sur lequel Eric Horneland et les Verts doivent pouvoir compter l'année prochaine pour viser ce haut de tableau en Ligue 2. Bah oui, j'espère bien, oui. Si leur discours c'est pas du pipeau et qu'il est réellement invendable ou presque, parce qu'il faut pas se mentir, il n'y a jamais une offre à 40 ou 50 qui va arriver dans les prochaines semaines. Donc si c'est des montants exorbitants qu'ils attendent, ils les auront pas et il va rester. Donc si ce discours-là c'est pas du pipeau, bah il faut le garder concerné, il faut le faire jouer dès samedi. Alors oui, ça sera sûrement pour 15, 20, 25 minutes. Mais c'est toujours ça, il faut le garder concerné et un Tassin un minimum concerné. Alors je ne demande pas d'être à 200% sur tous les ballons alors qu'il n'a pas fait un seul match amical. Mais on a bien vu que même un Zurigo qui n'avait pas beaucoup joué en prépa, c'est au-dessus en Ligue 2, c'est au-dessus. Il suffit qu'il prenne la balle, une petite accélération, c'est au-dessus. Donc Tassin pour moi c'est pareil. C'est un joueur qui sur 15-20 minutes peut rentrer et planter. Donc à partir du moment où ils sont considérés comme invendables, Stassin et Zurigo, tu es censé pouvoir compter sur eux et le plus tôt possible sera le mieux. Donc oui, si le discours il est si ferme que ça, je vois pas pourquoi il pourrait pas jouer rapidement. Lucas Tassin, un cadre au même titre que son portier Gauthier Larsonneur. Clément, je te relance sur le prochain sujet, le dernier sujet mercato avant d'aller glisser sur l'avant-match. Et des discussions sont en cours pour une prolongation de contrat du gardien stéphanois. C'est ça, on en avait parlé dans le Saturday Night Club lundi soir. Donc discussion en cours pour la prolongation de Gauthier Larsonneur. Et le dossier est même en bonne voie plutôt pour le moment. Alors j'ai pas de timing spécifique à donner sur à quel moment ça pourrait intervenir, mais en tout cas, c'est des discussions qui sont bien engagées pour une prolongation de l'Arseneur. Matteo, le joueur est souvent décrié à tort ou à raison. Est-ce que ça reste un bon choix pour la Ligue 2 avec Maubleu derrière pour assurer avec l'expérience et pourquoi pas le jeune Noah Delacroix? Personnellement, il y a 2 ans, tu m'aurais posé cette question, je t'aurais dit que oui. Vu la saison qu'il nous avait lâché déjà quand il est arrivé, les 6 premiers mois, et même celle qu'il a fait quand on est monté. Faut pas oublier que tout le monde l'encensait il y a encore 2 ans, moi le premier, et aujourd'hui tout le monde un peu lui tombe dessus. Mais aujourd'hui, je suis pas si convaincu. Je pense que la saison dernière lui a pas fait du bien. Et je pense honnêtement que en doublure, il ferait peut-être plus l'affaire. Personnellement, je serais allé chercher un gardien. Après, c'était plus une question d'opportunité, je pense, sur ce mercato, si Kilmer aurait recruté un gardien. Mais personnellement, je serais allé en chercher un dans le type de projet Kilmer, c'est-à-dire pour l'avenir, parce que l'Arseneur, c'est pareil. Si on va sur ce sujet-là, c'est pas un gardien que tu revendras plus cher que ce que tu l'as acheté. Et encore plus avec 77 buts encaissés cette année, à un an de la fin de son contrat. Le prolonger, en Ligue 2, ça peut être une bonne chose, mais je sais pas si ce serait la meilleure des idées, en sachant que si jamais tu dois atteindre tes objectifs en fin de saison, tu devras aller chercher quelqu'un au-dessus, voire peut-être même 2 gardiens au-dessus, puisque l'Arseneur, en numéro 2, on ne sait pas s'il va avoir aussi envie de rester en Ligue 1 pour être assis sur le banc. Justement, Clem, est-ce que ça laisse pas entrevoir la construction d'une rotation
pour les saisons à venir, alors que Brice Maubleu est en fin de contrat l'année prochaine. Est-ce que Larsonneur pourra pas glisser en ce poste de remplaçant en cas de montée en Ligue 1? C'est un peu comme ça que je le vois, oui, je suis d'accord. Alors je suis d'accord avec Mathéo aussi quand il dit qu'il aurait bien aimé avoir un gardien plus à potentiel cette saison, justement en Ligue 2, pour ensuite préparer l'avenir et être prêt quand on remontera en Ligue 1. Enfin, j'espère qu'on remontera en Ligue 1 quand même prochainement. Donc ouais, j'aurais bien aimé aussi une recrue à ce poste-là. Bon, ce sera pas le cas du coup. C'est pas un drame non plus. Larsonneur en Ligue 2, c'est quand même censé être une valeur sûre. Bon, il sort pas d'un match exceptionnel, mais j'ai peu de doutes sur le fait que sa saison au final sera correcte, voire bonne, voire très bonne. Mais en effet, pour l'avenir, s'il y a prolongation de contrat, je vois pas dans quel monde c'est pour rester numéro 1 pour 2 ou 3 saisons. Le recrutement d'un gardien à fort potentiel et qui est censé s'installer pour plusieurs saisons, je pense qu'il est clairement pour dans un an. Et à ce moment-là, Gauthier Larsonneur, il devra glisser comme doublure. Alors, c'est aussi un poste, une position dans la hiérarchie à laquelle j'avais peut-être un peu de mal à l'imaginer. Mais si la prolongation intervient réellement, c'est que le club a confiance dans le fait qu'il puisse endosser ce rôle-là. À partir de là, on n'a pas grand-chose à dire. Après, Larsonneur, c'est aussi un des mecs dans le vestiaire qui parle le mieux anglais, qui peut être un relais pour le coach. C'est un cadre du vestiaire. C'est aussi un moyen de garder de la stabilité par rapport à l'avant-rachat. Donc voilà. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pourquoi pas. Si le club a confiance dans le fait qu'il puisse devenir doublure à terme, allons-y, j'ai envie de dire. Une fin de mercato qui reste évidemment à suivre sur peuplevert.fr et puis sur l'ensemble des réseaux sociaux. Désormais, passons à l'avant-match face à Rodez, puisque l'ASS a pour mission ce week-end d'accrocher sa première victoire de la saison, une semaine après avoir concédé un nul frustrant face à Laval. Les Verts qui affrontent donc Rodez ce 16 août à 20h pour la deuxième journée de Ligue 2 dans un stade Geoffroy Guichard, chaud bouillant. Rencontre diffusée donc sur Beansport. Pour cet avant-match, on a l'honneur d'avoir les analyses d'un journaliste de Centre Presse Aveyron, donc spécialiste de Rodez, Mathis Fessard, que l'on remercie. Alors rapidement pour commencer cet avant-match, un Rodez qui avait fini 14e la saison dernière en Ligue 2 et qui joue encore son maintien durant la préparation. Les Ruthénois qui ont vécu 2 victoires et 3 défaites durant la préparation estivale. Notre journaliste expert de Rodez vous explique tout ça, je vous laisse écouter ça. C'est assez dur de faire le bilan de cette pré-saison, puisque voilà, il y a eu énormément de départs, d'arrivées, avec par exemple Timothée Nkada, le meilleur buteur de l'histoire du club, sur une saison. Donc c'est pas forcément au niveau des résultats qu'il faut peut-être s'attacher, mais au niveau des automatismes, on en a vu déjà. Ça a pu être intéressant par moments, même s'il y a eu des manques, surtout en défense, par exemple au dernier match amical contre perdu 4-2. Par rapport à Nancy, c'est vrai que c'est une première journée qui peut laisser un peu de frustration parce que Rodez a dominé les débats, a eu les occasions les plus franches. Mais voilà, au final, on a vu quand même des choses intéressantes pour un premier match dans le jeu, que ce soit au niveau des automatismes. Voilà, on sentait que les joueurs déjà étaient connectés entre eux. On a manqué devant avec des attaquants qui n'ont pas réussi encore à se trouver. Mais globalement, le sentiment, il reste quand même assez positif sur ce match. Une équipe à la recherche d'automatisme après un mercato rythmé, dont le départ de son attaquant Nkada. Rodez partageait le point du nul avec le promu Nancy le week-end dernier, comme disait notre journaliste. Malgré une grande pluralité de tentatives, les Ruthénois qui se sont heurtés à un portier adverse en forme et qui repartent avec un triste match nul. Mathéo, est-ce que c'est un peu piège comme on rencontre une équipe expérimentée pour la Ligue 2 ? On l'a vu lors de nos derniers passages, on a eu énormément de mal à venir à bout de cette valeureuse équipe ruthénoise. On a fait 2 matchs nuls si mes souvenirs sont bons et 2 défaites avant de pouvoir les battre en play-off. Donc c'est une équipe qui va venir jouer, je pense, son va-tout. Ils ont un coach qui a des idées assez portées quand même vers l'avant. On l'a vu l'année dernière en Ligue 2 pour ceux qui ont un minimum suivi. C'était l'une des meilleures attaques du championnat pour également l'une des pires défenses. C'est pour ça aussi qu'ils ont fini si bas. Mais c'est une équipe qui est capable de faire ses surprises. On l'a vu il y a 2 ans. Ils ont fini 4e de Ligue 2 l'année où on monte. Donc c'est une équipe qui va venir jouer à fond. Je pense à Geoffroy Guichard.
Comme la plupart des équipes d'ailleurs, ils ont rien à perdre à venir jouer dans un stade comme ça, à l'extérieur, face à une équipe qui est censée être plus forte qu'eux sur le papier. Donc ça va être une opposition à pas négliger, je pense, comme toutes les oppositions en Ligue 2, mais c'est une équipe contre qui on sait qu'on a eu du mal il y a 2 ans, et à nous de faire ce qu'il faut pour rééditer ces contre-performances qu'on a pu faire en championnat contre eux. Et puis Matteo, surtout, Rodez est à la recherche de sa première victoire, comme nous. Ça va être deux équipes qui s'affronteront avec le même objectif ce week-end. De toute façon, sur un début de saison, la plupart des équipes sont à un moment à recherche de leur première victoire. Espérons que ça tourne de notre côté. On a la chance de jouer dans un stade où il y aura plus de 30 000 personnes, si je dis pas de bêtises au moins. Et dans un stade où il y aura au moins 20 000 personnes par match, hors fermeture de notre cher LFP. Et c'est un plus pour Saint-Etienne d'avoir son public. Donc on doit aussi faire pencher la balance de notre côté pour laisser le compteur de Rodez à 0 victoire au bout de 2 journées. On parlera évidemment du public juste après, mais avant, Clément, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer de la première rencontre de la SS pour aller chercher ces 3 points pour ce week-end prochain? J'ai envie de dire qu'il faudrait pas améliorer grand-chose, du moins dans le contenu ou dans le jeu. Ce qui nous a surtout coûté face à Laval, c'était les erreurs individuelles derrière, un peu comme la saison dernière. Donc un penalty bêtement concédé malheureusement par Nadé, Apia qui a eu pas mal de mal dans son couloir droit. Voilà, c'est surtout cette solidité défensive là qu'il va falloir retrouver. Je vois pas Nadé enchaîner 2 matchs comme ça non plus. Apia risque d'être remplacé par Ferreira. Là, on va avoir une défense quasiment type pour ce match contre Rodez. Donc, ouais, je pense que c'est surtout ça, c'est éviter des erreurs bêtes qui coûtent des points derrière. Parce que dans le contenu, le match à Laval était bon, et je pense qu'à domicile en plus, on peut largement emballer ce match contre Rodez, vu le talent offensif qui sera sur la pelouse, avec du Dufus, du Stassin, du Zorico peut-être, en plus de ce qu'on a déjà vu sur le match précédent. Donc voilà, il n'y a pas de raison qu'on convive pas un match offensivement palpitant. Voilà, c'est surtout vraiment être très vigilant et concentré derrière. Et justement, comme tu le rappelais, Mathéo, hein, les Verts qui retrouveront un Geoffroy Guichard en feu ce week-end. Et on pourrait même dire qu'ils évolueront à 12 contre 11, en tout cas. Geoffroy Guichard, dans lequel Rodez pourrait bien vouloir faire sensation ce week-end. Je vous laisse écouter ça. Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à Rodez et qui donc n'ont jamais joué en Ligue 2. Et donc du coup, forcément, ces joueurs-là qui vont se retrouver à Geoffroy Guichard samedi, ça va être peut-être pour la plupart, voire pour tous, le plus grand stade dans lequel ils auront joué dans leur carrière. Est-ce que ça sera quelque chose qui va les stimuler, les bloquer? Ça, c'est encore difficile à dire. Mais oui, il y aura forcément une envie de se montrer dans un stade comme ça, devant autant de monde. Forcément, quand on est l'outsider, quand on est l'équipe qui se déplace chez le favori, dans le plus beau stade du championnat, forcément que tout le monde a envie de faire un coup, c'est évident, puis surtout que Rodez l'a déjà fait à Saint-Etienne. Donc maintenant, est-ce que c'est ce match précis que tout le monde a visé au club sur ce mois d'août? Je ne suis pas sûr. Maintenant, oui, ça reste Saint-Etienne, ça reste Geoffroy Guichard. Donc forcément, il y aura cette envie d'aller créer la sensation là-bas, c'est sûr. C'est un fait, hein, Saint-Etienne. En tout cas, la saison dernière en Ligue 2, Saint-Etienne, enfin la saison précédente en Ligue 2, Saint-Etienne était plus à l'aise à domicile avec 1,79 points par match. Clément, je te lance sur le sujet. Est-ce que c'est un avantage non négligeable pour les Verts d'être à Geoffroy Guichard dans un stade aussi rempli? Bah, bien sûr, on voit qu'on a affaire à un public très fidèle. Là, il y a quand même une descente qui a été forcément décevante au vu des investissements sur le mercato la saison dernière. Mais au final, il y a un projet auquel pas mal de monde a l'air de croire. Donc l'engouement est tout de suite là et on va avoir un stade qui sera bien garni pour ce premier match à domicile. L'objectif, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être d'emballer ce match et le public va suivre et on peut vivre, je pense, une très belle soirée. Franchement, vu ce que j'ai vu contre Laval, si on arrive à être aussi dangereux, aussi intéressant dans le jeu, à avoir ces combinaisons-là, ça peut être un match très sympa et on risque de voir les Copes faire quelques descentes. Donc franchement, ça va être un avantage évidemment non négligeable et je m'attends à une sacrée ambiance. Ouais.
Mathéo, justement, pour clôturer ce sujet, avant de passer au pronostic, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette crainte-là que, à contrario, le premier match à Geoffroy Guichard puisse être une crispation comme on l'a déjà vécu du côté du Forêt? C'est possible, surtout qu'on a énormément de recrues qui, je pense, comme chaque joueur qui arrive à Saint-Étienne, est bassiné par cette ambiance, par cette pression du public constante à Geoffroy Guichard. Et peut-être que certains, pour leur première, vont peut-être, alors je l'espère pas, mais peut-être que certains vont avoir un peu de pression. Faut que ceux qui étaient déjà là l'année dernière, il y en aura qui vont être sur la feuille de match et titularisés. Faut qu'ils les rassurent tout de suite dès l'entame de match. Je pense que ça peut être très important que justement ceux qui sont là l'année dernière, je pense à Cardona qui en principe à Geoffroy Guichard est plutôt performant. Je pense à Tardieu, je pense même à Larsonneur, à Nadé. Bon, Bernard ne sera pas là. Au milieu, à part Tardieu, il y a Mouefexi aussi évidemment. Donc c'est des joueurs qui peuvent, de par juste leur communication verbale et juste par certains gestes, peuvent rassurer certaines recrues. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut compter pour pas que justement ces recrues-là soient un petit peu paniqués entre guillemets à l'idée de faire leur première dans le chaudron, parce que ça, s'ils font le même match qu'ils ont fait à Laval dans les intentions de jeu, ça ne peut que bien se passer, je pense. Un baptême du feu pour de nombreuses recrues stéphanoises pour clôturer cet avant-match. Passons à l'instant pronostic. Clément, toi de ton côté, à quelle rencontre tu t'attends? Une victoire? Quels sont les buteurs? Quels sont tes pronos? Oui, moi je suis assez confiant, comme je dis tout à l'heure. Je vois pas de raison particulière à ce que ça se passe mal. Évidemment, les recrues, va falloir qu'elles se mettent dans le bain à Geoffroy Guichard. Ça peut prendre peut-être quelques minutes, mais je le sens plutôt bien. Donc je verrai une victoire 2-0 avec une domination assez nette dans le jeu et des buts de Cardona et de Dufus. Mathéo, de ton côté, aussi optimiste? Je suis optimiste aussi, j'aurais peut-être dit 3-1 personnellement au niveau du score. Je m'attends à un match où on prend le jeu en main, mais où on prendra un but parce que Rodez c'est une équipe qui a aussi de l'allant offensif et notre défense est encore un peu, je pense, en construction. Donc il y a des automatismes enfin comment dire, les relations entre les coéquipiers ne seront pas encore au top. Donc je nous vois quand même prendre un but face à une équipe qui va vouloir jouer son va-tout et qui est une équipe joueuse. Et au niveau du coup de nos buteurs à nous, vu je dis 3-1, je vois bien Tufus aussi marqué, ouais, pour sa première. Je le vois bien marqué. Je vois bien un but de Benold que j'ai bien aimé moi, dans cette préparation et que j'ai un peu moins bien aimé à Laval par rapport aux deux autres attaquants. Et le troisième, allez, un petit mot effect, tiens, pour récompenser aussi de son bon match à Laval. Saint-Etienne qui affrontera donc Rodez ce week-end le 16 août 2025 à 20h pour cette deuxième journée de Ligue 2 dans un stade Geoffroy Guichard bouillant, qu'on expliquait tout à l'heure. Un match qui reste à suivre évidemment sur peuplefort.fr. De votre côté, n'hésitez pas à nous donner vos pronostics, votre avis également sur le mercato stéphanois et puis sur la qualité de cette vidéo. On vous lira en tout cas avec un grand plaisir. Mathéo, Clément, merci d'avoir été avec moi, merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Le plus important, évidemment, allez les Verts.